Bonjour et bienvenue à Électron Libre, votre émission où, avec mes amis, on parle un peu de n'importe quoi, on tente de vous informer et un peu de vous faire rire. Bienvenue à Électron Libre. Oh, oui, notre troisième émission de la saison. Cette semaine, on va parler d'anxiété, on va parler de sommeil et aussi on va vous donner des trucs pour avoir l'air moins fou sur une piste de danse. Hein, parce que des fois, on le sait, il y en a que... Ouais, tellement pratique. Et il y aura aussi un top 10 bien loufoque, comme à chaque semaine. Yeah. Mais avant ça, bonjour les amis. Bonjour. On va regarder si tu n'avais pas des coups de gueule, des coups de cœur. Mélanie? J'ai un coup de cœur ici. Oui. Un livre de David Frankinos. Je peux te le montrer en haut, là? Oui, tu peux. Charlotte. Charlotte, qui est une Charlotte Salomon, qui est une jeune artiste juive qui vivait en Allemagne. Elle est née en 17, elle est décédée en 43. C'est pas un punch, c'est écrit en arrière. C'est la vie d'une artiste en Allemagne juive dans cette époque-là. Donc, c'est une découverte pour moi qui est un livre, en fait. David Frankinos a eu une fixation sur cet artiste-là qui existait réellement. C'est pas un roman, c'est un roman, dans le fond, c'est fictif, mais en fait, lui, il s'est inspiré de sa vie. Puis, il a tricoté quelque chose de fabuleux. Ça m'a... j'ai été 3 jours à me sentir très étrange. Et en même temps, cette femme-là... Je peux te rassurer, ça fait 44 ans. Oui, et par rapport à elle, en fait, que je me sentais très étrange. Donc, c'est essayer de trouver ça et de lire ça. Ça fait du bien. Ah oui, ben oui, c'est fabuleux. C'est un coup de cœur. Génial! Francis? Coup de cœur. Ouais. J'ai fait l'expérience à Saint-Stanislas de Haut-Clocher. Oui. Comment convertir une église de petit village perdu dans le nord du lac Saint-Jean à l'intérieur de l'église, un petit club vidéo, un comptoir touristique, une petite restauration, les motoneiges durant l'hiver, ça fonctionne à plein. En haut, dans le jubé, une salle de cinéma et dans le mur du fond, là, dans la plus haute partie, des gens qui te font faire de l'escalade sous supervision. C'est super bien organisé. Donc, comment se mettre sur la map et comment revaloriser une structure. Et vraiment, c'est génial. Allez-y. Belle expérience. Moi, je vais donner un coup de masse. Je vais donner un coup de masse aux partis politiques. C'est lourd, les partis politiques. Tu sais, moi, là, j'enseigne la science politique. J'aime fondamentalement ça. Je suis plus capable. Je veux dire, vous reprochez aux gens d'être cyniques envers la politique. Comment faire autrement? Regardez ce que vous faites. Là. Vous nous prenez souvent pour des idiots. S'il vous plaît, là, il y a des choses qu'il faut changer. Il y a des solutions à apporter. Venez me voir. J'ai pas mal de choses à vous dire. J'en peux plus pas de la politique, là, mais de l'organisation, de la structure des partis politiques. J'en ai ras le cul. Et voilà, c'est dit. C'est dit. Maintenant, on va commencer parce qu'on a une petite fatigue. On va commencer avec Francis qui va nous parler du sommeil. Francis, as-tu des problèmes de sommeil? Non, pas du tout. J'ai un ami qui m'a dit dernièrement que le trouble au niveau lié au sommeil, c'était quelque chose qui revenait dernièrement et plusieurs personnes dans mon environnement, en discutant, ça revient. Il y en a qu'on est fait comme ça. Moi, je dors bien, mais il y en a qui dorment moins bien et que c'est une... T'en es une? OK. Donc, tu as à gérer ça toute ta vie, parce qu'à toutes les nuits, tu te reposes. Depuis que je suis tout petite, oui. Bon, ça a toujours été. Donc, tu es toujours petite? Oui, c'est ça. Comment ça se compose une nuit de sommeil? Là, les noms que je vais utiliser, si vous utilisez un autre ouvrage, le Mort, le Small, ça a différents noms. Là. Fait que je l'ai lu sur quelques plateformes, puis honnêtement, il appelait ça différemment, mais en gros, c'est à peu près les mêmes choses. Admettons la première partie, somnolence, assoupissement, préparation au sommeil, détente du corps. Donc, c'est le début, quand on se sent basculer. Des fois, on dit ça, on dirait qu'on part. C'est le bon moment, saisissez-le, c'est le moment où on commence à vouloir dormir et qu'on peut entrer dans la deuxième phase, qui est le sommeil lent, léger. Donc, c'est là qu'on a les mouvements oculaires, tonus musculaire, respiration régulière, que tout va se calmer et que, on décroche finalement, qu'on entre dans une phase de sommeil un petit peu plus profonde. On est encore sensible aux événements extérieurs, par contre. Tu n'es pas encore dans ton sommeil profond où ta conjointe à côté de toi va bouger et que ça va être bon. Tu es encore dans un entre-deux, mais tu dors. Finalement, tu vas entrer dans la phase de sommeil profond, il appelle le lent profond, où les fonctions vitales ralentissent. Il y a un abaissement de la température du corps. Le corps va s'auto-réguler et se mettre au repos, va reposer finalement
toutes les composantes qui vont continuer à fonctionner, comme la respiration, le rythme cardiaque, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on va croître. C'est là qu'on va grandir. Parce que le corps est disposé à la croissance, renforcer le système immunitaire, l'ancrage des informations. Quand on dit une nuit de sommeil, c'est important. Il faut qu'après une journée d'études pour un examen, le lendemain, que tu t'assures que dans ta nuit, tu vas passer chacune des phases du sommeil pour avoir accès à la partie profonde. Mais là, juste avant, tu as dit que quand on dort, c'est là où on grandit. Oui. OK. Un problème de sommeil? Ça explique beaucoup de choses. Voilà. J'allais le dire, mais... Tirez vos conclusions. J'ai dit au départ que je dormais bien. C'est un gars de 6 pieds qui vous le dit. Et nécessairement, quand on arrive durant l'adolescence, l'enfance, qu'on dit à nos enfants, va dormir, c'est important. C'est vrai que c'est important. L'utilisation adéquate du sommeil pour les apprentissages, à l'école, quand tu es au cégep, à l'université, gère là autour. Là. Il n'y a pas de problème. Gère ton étude. Mais priorise que ton cerveau soit disposé, qu'il va avoir un moment pour prendre le paquet d'informations que tu lui donnes pour leur faire une cause. Bien important. Et finalement, après, on va dans le sommeil paradoxal ou ce qu'ils appelle le REM, le Rapid Eye Movement, c'est-à-dire que là, bon, finalement, c'est la phase des rêves où on a une activité cervicale qui va se développer et que là, il va se passer plein de choses au niveau des... ça a été mesuré là, avec les scans, où on a été capable de voir l'activité cérébrale. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on se réveille à ce moment-là. On se souvient de notre rêve. Parce que si, admettons, on a fait un cycle complet, tu vas dire « j'ai pas rêvé cette nuit ». Non, c'est pas vrai. Tu as rêvé, mais au moment de cette phase-là, tu t'es pas réveillé. Si, admettons, le cadran sonne, c'est là que tu as l'impression de te réveiller puis que tu as rêvé toute la nuit. Non, c'est pas vrai. Dans une de tes phases de sommeil, tu as interrompu. Et les phases 90-100 minutes vont revenir plusieurs fois durant la nuit. D'où les personnes qui ont des difficultés, justement, avec le sommeil, n'ont pas toujours toutes ces phases-là qui vont s'enchaîner et permettre au corps de se reposer. Maintenant, des trucs. Réveillez-vous toujours à la même heure. Aussi étonnant que ça paraisse, une bonne nuit de sommeil commence le matin. Donc, la partie du matin est importante. Le repos est complet à ce moment-là. La lumière traverse votre nerf optique, frappe l'horloge biologique qui siège dans votre cerveau. Et là, elle stimule la production d'une multitude d'hormones qui régulent la croissance, la reproduction, l'appétit, le sommeil, etc. Ensuite, tu m'écoutes bien, Mélanie. Je t'écoute. N'allez vous coucher que lorsque vous tombez de sommeil. L'histoire de « je me couche à 9 heures parce que je me couche à 9 heures ». Non, non. Si le sommeil n'est pas là... Tu n'es pas fatigué, ça sert à rien. C'est ça. Oh, puis c'est juste en colère. Voilà. Associe ton lit à dormir ou... Faire l'amour. Voilà. Au besoin, levez-vous. Ça fait un bout de temps. Il est rendu 2 heures du matin, tu vires dans ton lit. Tu commences à avoir la cassette qui va commencer à tourner. Lève-toi, fais autre chose. Évite les écrans, bien sûr, on l'a dit 1000 fois, mais fais autre chose. Reste pas dans le lit, garde vraiment associé ton lit pour le repos, les périodes de sommeil. Et une autre mise en garde importante, ne restez pas au lit si vous êtes... Non, ça je l'ai dit. Faisant naître l'anxiété liée à la crainte de ne pas vous endormir. Moi, je suis le même. Ça m'arrive jamais. Mais si une nuit, je dors mal ou j'ai mal géré mon sommeil, je suis pas bien. Moi, j'aime pas ça. Je suis pas bien dans mon lit à voir passer les heures. Là. Et qu'est-ce que ça fait? C'est un cercle vicieux. Plus anxieux, plus c'est nerfs, je vais être fatigué demain. Comment ça se fait que? Et là, la croissance fait. Lève-toi, fais autre chose. Va lire, va prendre une marche. C'est vrai, pourquoi pas? Va prendre une marche dans ton quartier à 3 heures du matin. 1, ça va être une expérience intéressante. Et 2, tu vas prendre l'air, bouger. Et l'endorphine sécrétée va te permettre de dormir. Je sais, 9 minutes, Pierre. Je te finis ça. Et finalement, méfiez-vous de l'insomnie du dimanche soir. Si, admettons, durant la fin de semaine, c'est la fin de semaine, on étire un peu plus nos heures de sommeil, on enlève la régularité qu'on a au niveau du cycle de sommeil, bien, ça peut arriver que le dimanche soir, tu aies joué dans ton horloge. Et qu'est-ce qu'on évite? On évite la surcharge cognitive. Fais des listes. Ouais. C'est con, hein? Mais organise l'information dans ton cerveau avant de te coucher. Place les trucs. Baisse d'anxiété, tu as géré tes informations, tu as organisé tes trucs. L'exercice, l'endorphine, tu joues au hockey, pas de trouble. Juste avant de t'endormir, ça peut arriver que tu sois encore sur un high, mais quand même, exercice fin de journée, mettons entre 4 et 7. Faire l'amour, ça aide. C'est excellent. Moi, je te dis, j'ai réussi à convaincre ma blonde. Routine du dodo. La routine, on le dit pour les enfants, c'est bon pour nous. Finalement, on ne répétera pas ce qu'on dit toujours. Les écrans stimulent, le café, les matières X, Y, Z, mais tout ça, c'est pour votre bien de bien se reposer. Merci, Francis. Merci, c'est intéressant.
Ça éclaire beaucoup de choses dans ma vie. Puis pour moi, là, je ne change jamais ma routine, je me lève toujours à la même heure. Vraiment C'est ça, avoir important. des jeunes enfants. C'est ça. Oui, mais même quand tu te couches tard, il Ouais, faut se c'est lever, ça. c'est ça, oui. Moi, je vais vous parler de soirée en discothèque parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas nécessairement danser Non. parce que je me considère pas bon. Tu sais. Mais en fait, on s'en fout. Hein? Oui. C'est ça, c'est C'est un ça, peu j'allais l'idée. dire. Tu sais. Je veux vous donner quelques règles de base qui vont vous permettre de mieux ou de bien paraître quand vous allez danser dans les discothèques. Il faut oublier que la danse, c'est un plaisir. Hein? Ça peut aussi signifier sortir en discothèque, tenter des rapprochements avec des filles ou des gars. Fait que, il y a tout ça aussi en arrière de ça. Ça peut vous amener une certaine angoisse. Fait que ça, c'est pour un peu vous décomplexifier la vie face à la danse. Premièrement, c'est pas nécessaire de savoir danser. OK? Rappelez-vous là, que dans une discothèque, il fait noir, il y a de la lumière et vous n'êtes pas le centre du monde. Les gens ne sont pas à vous regarder et à faire regarde comment ils dansent. Hein? Et c'est pas tout le Si monde vous qui avez danse. juste un mouvement cadencé, vous risquez de passer inaperçu à travers le flot de personnes qui ont des mouvements cadencés. Deuxièmement, puis ça, je sais qu'il y en a qui ont de la misère, ça peut être un exercice aussi, tentez de suivre le rythme. Parce qu'il y a de la musique, Ouais. hein? On s'en va danser, c'est sur de la musique. Oui. Si tu fais bien attention, là, toute la musique ont des rythmes différents. Fait que là, tu essaies de spotter le rythme. Souvent, ça va être de la batterie ou quelque chose comme ça, ou du beat là, qu'on va avoir. Fait que essaie de déplacer tes pieds en même temps que le rythme de la musique. Comme ça, tu as déjà moins l'air fou, hein, parce que tu es dans le rythme. Et si tu es à contre-rythme, mais reste toujours à contre-rythme. Assume-le. Donc, tu vas avoir l'air vraiment d'un régulier. génie de la danse Ouais. qui est capable de danser off-beat. Essayez de bouger peu les jambes et les bras si vous vous connaissez peu dans la danse. Parce que, tu sais, tu peux essayer de faire des... Mais à un moment donné, tu as juste l'air con. Pour pas que ça soit ridicule, bougez tout ça en douceur. Les bras, les pieds, essayez de les bouger en même temps. Comme ça, il y a un sentiment d'équilibre dans ce que vous faites. Hein? Vous allez sembler en contrôle. Votre danse va sembler douce et élégante pour les gens qui vont venir. Oubliez pas quelque chose. Concentrez-vous pas trop, une fois que vous avez pogné le beat, là, sur la musique. Concentrez-vous pas trop sur les autres, sur le regard des autres. Oubliez pas qu'aller danser, c'est entre autres profiter de la musique, donc amusez-vous, et profiter de vos amis. Hein? C'est ça. Ah oui. C'est sûr que si vous allez danser seul, c'est peut-être un peu glauque, mais en même temps, l'idée, c'est peut-être de se faire des amis. Ben oui. Ben oui, on sait pas. Si vous voulez danser avec une fille ou un garçon, tu sais, là, on est vraiment dans la mode de la culture du viol, donc il ne faut pas obliger. Moi, j'ai déjà vu dans d'autres cultures là, des gars partir avec des filles par la main en disant là, tu danses avec moi, puis la fille n'a pas le choix. Ouais. C'est pas ça. Commencez par danser un peu séparés. Rapprochez-vous peu à peu en veillant à ce que lui ou elle veuille la même chose. Essayez d'adapter votre rythme à celui de votre partenaire. Si vous sentez qu'il y a un feeling réciproque, c'est un peu comme jouer au ping-pong. Si tu lances la balle, tu attends qu'elle revienne. Ça ne revient pas, ben comprends. Hein? Fait que c'est ça. Fait que là, si le feeling se sent, ben, vous allez être tous les deux plus à l'aise et peut-être qu'il y aura un rapprochement possible ou pas. Allez à la bibliothèque. Oui, parce que vous allez trouver des livres très intéressants au sujet de la danse. Hein? Vous pouvez même aller sur le web. Vous pouvez aller regarder les gens danser, tenter des mouvements. Qu'est-ce que Francis on Non, dirait mais que- quel intérêt d'aller lire sur la danse? Ben non, mais tu peux comprendre le feeling de pourquoi telle danse a été créée, d'essayer de comprendre. Tu sais, OK. il y a tout ça. Fait qu'au pire, si tu danses mal, tu vas pouvoir en parler. C'est vrai. OK, vu de même. C'est Hein, bon. de On même, voit que c'est hein? quelqu'un qui Ah, danse oui, bien. Oui, mais on voit que Pierre, la danse. Et sinon, ben, il y a des écoles de danse. Ben oui, Tu sais, mais dans ça, un faut petit pas cours se de gêner danse, non ben plus, c'est tellement le fun. C'est du sport, ça nous fait Ben bouger. oui. Amenez votre partenaire, allez-y tout seul, vous allez rencontrer du monde. C'est le fun de danser. Rappelez-vous du film Footloose. Ben oui. C'est ça Ben oui. l'idée. Finalement, il n'y a pas de meilleur ou de pire style de danse. Soyez vous-même, sentez-vous libre, amusez-vous et surtout, dansez avec le sourire. C'est Hein? bon. Puis C'est je bon, trouve- ça? Comme activité de couple, la danse Ah, sociale, oui. ça peut être très drôle. Hey, c'est Tu sais, le on fun. s'entend, Mais là. l'idée, c'est pas que ça soit drôle, c'est que ça soit le fun. Parce que ça Ben, fait très le bouger, fun que aussi. ça Ouais, mais t'amuse. quand c'est drôle, ça devient le Ben fun oui, aussi. c'est ça. Non, puis c'est le fun quand tu vas d'un mariage, après ça, tu as de l'air de Ben savoir oui. danser. Bon, on va se dire qu'on n'a pas des mariages à toutes les semaines, mais des fois, ça peut arriver dans la vie oui. qu'il y a des gens autour de nous qui se marient. Ça arrive. Ou sinon, ben, on peut sortir. Vous pouvez même danser dans votre salon. Hein, Ah, en mais ça, écoutant faites-le. Footloose. C'est tellement le fun de danser Ouais. chez vous, dans ta maison, mettre la musique, danser tout seul. Je le fais souvent. Pratiquez-vous. Oui. Bon, ben, je vais te demander de sortir. C'est pas vrai, Mélanie. Je veux plutôt que tu nous parles
de l'anxiété, parce que c'est ça ton sujet cette semaine. Tu veux nous parler d'anxiété? Oui, puis je parle en connaissance de cause. J'ai fait beaucoup d'anxiété. Maintenant, je gère bien mon anxiété. À la base, si on parle de stress, tout le monde vit du stress. On vit du stress. Bon, on vit dans une société de stress, c'est l'air du temps, puis tout ça. Par contre, la différence avec l'anxiété chronique ou pathologique, c'est une question de gestion de stress. Le stress, à la base, si on le définit de manière vulgairement, pas vulgairement, on vulgarise le stress, bref, le stress, ça nous sauve la vie. Tu es dans ton char, tu prends ta voiture, tu sors dehors, il y a de la glace noire, l'anxiété monte, tu prends ta voiture, tu es prudent, c'est ce qui fait que tu ne te foutras pas dans le clos. La différence avec quelqu'un qui gère... Est-ce que vous gérez bien votre stress, oui. les gars? Moi, je gère très bien mon stress, mais moi, ma conjointe souffre d'un trouble d'anxiété. Puis ça a été difficile pour moi, de comprendre ce qu'elle vivait, parce qu'au départ, j'étais comme là, comme toi, t'en vis pas, tu fais comme, ben là, arrête. Tu sais, m'expliquait son angoisse, j'étais là, c'est niaiseux, arrête. Puis jusqu'au temps que je comprenne que c'est plus complexe que ça. C'est très complexe, en fait. Puis maintenant, elle a pris des outils. Puis moi, j'ai pris aussi des outils pour l'accompagner là-dedans et ça va beaucoup mieux. C'est génial parce qu'il faut, en fait, ne pas être gêné de ça parce que, bon, avec mon exemple de voiture, vous arrivez à la maison, vous fermez la portière et au moment où vous débarquez de la voiture, l'anxiété est montée, vous a sauvé la vie et elle est redescendue en fermant la porte de la voiture et ça finit là. Moi, avant, quand je sortais de ma voiture, en rentrant dans ma maison, et j'ai manqué de prendre le clos, là, c'était tellement dangereux, donc l'anxiété restait comme ça. Et là, j'en parlais, là, j'arrivais chez ma mère après, là, maman, je te dis, c'était tellement pas beau les routes, et l'anxiété restait constamment comme ça. Ouais. Donc, le cerveau n'a jamais de repos. Et ça, ce n'est qu'un moment de ta vie. Sans compter le stress des enfants, l'anxiété pour les bactéries, la performance, tout ça. Il y a tellement de sources de stress, ce qui fait qu'à un moment donné, le cerveau va mettre la switch à off, il va être fatigué de produire de la sérotonine, tout ce qu'il faut, la dopamine, pour ça, pour justement gérer ce stress-là. Et souvent, les conséquences de ça, c'est la dépression ou les troubles obsessifs-compulsifs. Donc, tout est une question de gestion de stress. Petit livre super le fun, pour vrai. Un petit livre. Petit livre, hein, ça se lit à la toilette, super bien ça. Donc, gérer le stress pour les nuls. Puis pour vrai, c'est tellement bien vulgarisé dans ce livre-là, il explique un peu. Moi, je l'ai lu, plus ou moins, j'ai fait une thérapie, surtout. Ouais. Mais ce livre-là donne des super bons trucs pour quelqu'un aussi, en fait, qui vit de l'anxiété, savoir aussi c'est quoi. Donc, on parle, il y a des statistiques un peu, beaucoup de personnes, 25% des gens disent qu'ils vivent du stress de manière à, justement, à ce que ça spolie ton quotidien. Bien, moi, je sais qu'au niveau, dans l'enseignement, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent de l'anxiété. Puis même, on a développé avec des profs en psychologie, ce qu'on appelle Corsa, c'est des cours, des ateliers qui leur permettent de donner des outils pour la gestion du stress. Exactement. Et tous les étudiants qui sortent de là font « wow ». Oui. On devrait tous avoir ces outils-là. Prends juste un exemple bien niaiseux. Si tu prends, par exemple, une phobie, un trouble phobique, en fait, une phobie, c'est une forme d'anxiété. Ça vient un peu de la même branche. Tu as beau dire à quelqu'un « Voyons, pourquoi tu as peur de ça? C'est bien niaiseux. » Tu le sais, comme personne anxieuse, que c'est niaiseux. Pas besoin de me le dire. Par contre, viens pas me dire que ma peur n'est pas réelle, elle est réelle. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, comme personne, tu es déjà en train de te dire « Crime, je sais que c'est niaiseux, mais j'ai beau essayer de vouloir y aller, ça ne fonctionne pas. » Fait que, déjà là, en partant, bon, c'est ça, il parle des effets du stress. Pour vrai, les symptômes, en voulez-vous des symptômes, là? Oui. OK? C'est tremblement, frisson, tics, spasme, tension, douleur musculaire, bouche et gorge sèche, transpiration excessive, éruption cutanée, uriner fréquemment, boulimie, manque d'appétit, empêcher de manger, irritabilité, inquiétude. Et je pouvais vous en nommer comme ça, là. Ouais. Donc, souvent, l'anxiété génère des symptômes physiques réels. Des vrais. Qui sont réellement là. Ah oui. Et comme personne anxieuse, ça génère encore plus d'anxiété parce que tu crois que tu es malade, tu crois que ça va pas bien. Donc, tout ça devient une espèce de gros cercle vicieux qui peut rapidement te mener vers une dépression si on ne fait rien pour ça. Donc, selon moi, pour l'avoir aussi, puis toi aussi pour le vivre, la première chose à faire, c'est de déterminer qu'est-ce qui te rend anxieux, comment ça te rend anxieux, quels sont les symptômes physiques et de nommer. De ne pas avoir peur de nommer ça. Ce n'est pas ridicule. Non, puis souvent, c'est d'autres choses qui est déclenchée. Moi ma conjointe, c'est qu'elle devenait, comment on appelle ça quand tu as peur des maladies? Là, hypochondriaque. Elle était très hypochondriaque, mais à chaque fois qu'elle devenait,
finalement, c'était pas ça. C'était son stress qui l'amenait Oui. à devenir hypochondriaque. Ouais. Et quand son anxiété diminuait, ben là, finalement, il n'y avait plus aucun problème de santé ou de maladie. Non, exactement. Moi, un des premiers exercices que j'ai fait en thérapie, c'est de comprendre l'hyperventilation, par exemple. On provoquait l'hyperventilation juste pour prendre conscience du symptôme. À partir du moment où là, je suis en avantage, je fais et que je fais ça 4, 5, 6 fois, je deviens étourdie. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Et là, tu fais, voyons, je me suis provoqué ça. L'anxiété, c'est la même chose. Souvent, par les peurs, on respire plus rapidement. Les maux de ventre aussi, les tensions dans les bras. Quelqu'un qui a mal au bras, au ventre, va dire, mon Dieu, je suis malade, c'est sûr que j'ai quelque chose. En nommant dans une journée, par exemple, c'est ça qu'il disait. C'est une jauge à stress, en fait. Nommer sur 10. OK, là, présentement, je ressens de l'anxiété. Pourquoi? De se questionner, ça va devenir, à un moment donné, automatique. Ouais. Mais de noter sur 10, présentement, là, je ne suis pas bien. Pourquoi je ne suis pas? Moi, je disais ça. Je me regardais le ventre. Je disais, OK, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, il se passe ça. Non, c'est pas ça qui me stresse. Sur 10, ça me stresse combien? Bon, 4 sur 10, c'est pas si pire. Ça me stresse à 9. Wow, OK. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, je l'écrivais. OK, pourquoi? C'est quoi les solutions pour que je sois moins stressée? De dire à ton cerveau comment travailler pour que lui-même, à un moment donné, tu arrives dans une situation stressante et que le clic se fait tout seul. Ouais. Le changement, on appelle ça l'exposition graduée et prolongée. Excuse-moi. L'exposition graduée et prolongée. OK, merci. Donc, si tu as peur de prendre ta voiture et que tu embarques dans ta voiture et que tu dis, bon, OK, là, mon anxiété, j'ai peur d'avoir un accident, les enfants sont en arrière, là, les pensées automatiques embarquent. C'est là que tu crains ton cerveau à avoir peur et que tu lui donnes raison. Tu lui donnes raison parce que tu as peur pour vrai, ta peur, elle est réelle. Qu'est-ce que tu fais? OK. J'ai pris ma voiture hier, j'ai pris ma voiture avant-hier, je n'ai pas eu d'accident de ma vie ou j'en ai une, ça a bien été finalement. Je suis prudente, je me fais confiance. Et là, on change les pensées automatiques en pensée alternative. Qu'est-ce que je pourrais dire pour me rassurer? Bon, là, ma peur sur 10, c'était à combien? Elle était à 8, là, elle est rendue à 6. Je suis capable de dire, c'est en se convainquant comme ça, doucement et en nommant. Ne pas avoir peur de, qu'est-ce que tu as? T'es bien de mauvaise humeur? Ah, j'ai rien. Garde, j'ai peur de telle chose, je suis anxieux, j'ai vécu ça au travail, j'ai peur de remettre tel travail, j'ai peur... OK, ça te stresse à combien? Ça me stresse à 9 sur 10. Qu'est-ce que tu peux faire? Bien, ça. Ah, finalement, c'est pas si pire. Et s'il n'y en a pas de solution, lâche prise. Ça, moi, lâcher prise, je ne savais pas comment faire. Puis comment on fait? Moi, dans les moments où c'était très intense, je me suis acheté des post-it. Le CLSA a voulu breveter mon nez. On dit que tu devrais breveter ton nez. Ils le donnent aux gens maintenant. Je fais des conférences pour l'anxiété et je me mettais des post-it et je me collais ça partout. Dans ma pharmacie, dans ma voiture. Présentement, Mélanie, comment vas-tu? C'est ça que j'écrivais dessus. Fait que là, j'étais stressée, je faisais à manger. Bon, OK, les enfants vont arriver. Puis là, je tombais sur un post-it. Présentement, comment ça va? Ben, ça va bien. Okay. Fait que le lâcher-prise embarquait de même. Donc, maintenant, c'est rendu automatique. Mais faites-vous confiance, nommez vos peurs, n'ayez pas peur de vous faire juger, même si c'est vrai et c'est sincère. En nommant ces peurs-là, les gens vont mieux les comprendre. Quand la personne devant toi ne comprend pas, elle reste dans l'incompréhension parce que chaque personne est unique et chaque personne n'a pas les mêmes peurs, justement. Ouais. C'est difficile de comprendre quelqu'un quand tu ne le vis pas. Ben oui. Il faut avoir de l'écoute, il faut être présent. Ouais. Et pas essayer d'y expliquer ce qu'elle ressent parce que c'est complètement idiot. Non, c'est pas parce que toi tu le vis pas que l'autre personne le vit. Exactement. Et surtout, ayez pas peur d'aller consulter. C'est vrai. Si ça devient envahissant. Non, mais pour vrai, ce n'est pas honteux. Non, puis il y a des spécialistes, puis tu sais, l'anxiété. Et ça fonctionne. Ça va? Est-ce que j'ai le droit de faire 30 secondes du pouce sur ce qu'elle a dit? Oui, ou bien non, oui, je vais brimer ton top 10. Tu as 30 secondes. Tu me donnes 30 secondes. C'est le plus grand problème qu'on a dans les écoles présentement. Après le TDAH, après les différentes maladies qui ont passé dans les dernières années, c'est le trouble anxieux. Primaire, majoritairement secondaire et présentement cégep. Pourquoi? On a mis des papiers bulles sur cette génération-là. On a prévenu l'échec. Tu ne te trompes pas, on va t'organiser ça, on va mettre un casque sur ta tête. Oui, il faut faire attention, mais il faut vivre l'échec. Il faut apprendre à vivre l'échec. Et les enfants qui n'ont pas été préparés à vivre ça, ça va leur péter d'en face. Puis ils vont devenir anxieux parce qu'ils ne sauront pas comment composer. Puis maintenant, on voit ça au secondaire. Au cégep, ça casse. Et parce qu'on les a tellement réguler ses émotions aussi. Exactement. C'est plus un monde de pouliche et merveilleux où tout va être beau dans ta vie. Là. Non. Tu vas te faire dire non à ta job maintenant. Vraiment, ça fait du bien d'en être pogné son water. Voilà. Hey. OK. Ben, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et pour toi, je vais faire un top 10
pour toi. C'est quoi? C'est le top 10 des avantages à mesurer moins d'1,55 m. Ah oui. C'est un avantage? OK, on va voir si c'est vrai. 10 avantages. Oui. Premièrement, on a plus de succès avec les hommes. Une étude anglaise sur un échantillon de 10 000 femmes a en effet prouvé que celles qui mesurent entre 1,51 m et 1,58 m étaient plus souvent mariées et mères de famille à 42 ans que celles qui étaient au-dessus de la moyenne nationale. Mais il y en a même ça, prendre sa petite Ben femme oui, aussi, ben oui, on aime ça. 2, tu peux, quand tu prends l'avion, allonger tes jambes. Oui. Ben oui, oui, Mais oui. Tu peux piquer un petit somme. Tu peux même te mettre en boule sur ton siège. En Oui. tout cas, les voyages en avion sont beaucoup plus agréables quand on a Si ta je me compare grandeur. avec mon chum, oui. Oui. Tu peux aller magasiner, faire du shopping dans les rayons pour enfants. Oui. Ben oui, puis on le sait, ça coûte pas mal moins cher acheter des vêtements pour enfants que Les des vêtements. chaussures aussi. Ben oui, les chaussures. Fait que Tout. ça aussi, c'est un autre avantage. Tu as très peu de chances de tomber en amour avec un gars qui est plus petit que toi. C'est Sauf vrai. bien sûr si tu es fan de Fort Boyard. Non, mais ça peut arriver aussi. Hein? Ça m'est jamais Oui. arrivé. OK. Autre chose, c'est que, par exemple, il y a une catastrophe, tu es pris dans un building, tu peux facilement te faufiler dans un conduit d'aération. Oui. Hein, à l'image de Bruce Willis dans Die Hard. Oui. Oui? Oui, oui, je sais pas Non, si je c'est le vrai, ferais, mais c'est oui. là. Bon. Oui. Autre chose, les gens ont toujours envie de te faire des colleux. Parce qu'on le sait, tout ce qui est petit, c'est mignon. Ça, ouais, c'est sympathique. Ah, ouais. C'est sympathique. Hein? Et ça c'est intéressant, tu as beaucoup moins de chances d'avoir un cancer. Tu savais pas? Non. Non. Il y a la revue américaine Cancer Epidemiology a effectivement révélé que le risque de souffrir d'un cancer du sein, du côlon, de l'ovaire, de la thyroïde ou de la peau augmente de 13 pour chaque 10 cm de taille supplémentaire. C'est une source sûre, ça, là? Ouais. Ah, ouais, quand même. Intéressant, hein? Le moins long, le moins gros. Le moins long. Je sais pas. C'est bon. Autre chose qui est un avantage formidable, ben après 2 verres de vin, tu es complètement chaud. Mais j'ai des racines irlandaises, même. Donc 3. 4. C'est ça. Puis en même temps, quand tu te mets à vomir, ben, tu en vomis beaucoup moins. Ouais. C'est ça. Autre avantage vraiment important, tu consommes beaucoup moins de savon parce que tu as beaucoup moins oui. de corps à laver. Cependant, c'est autant de shampoing. Parce que là, les cheveux, à moins que tu aies les cheveux. Oui, puis Dieu sait que Mélanie. Elle a les cheveux frisés. J'ai des cheveux. Tu as des cheveux. Des cheveux. Oui. Tant Et dernier avantage, tu es toujours au premier rang sur les photos de classe. Tout le Non, temps. mais on va se Je le n'ai dire, pas là. une, j'étais dans le milieu, je n'ai pas une où je suis pas en avant. Maintenant, c'est ça, tu es en avant, tu es assis. Laurent aussi. Hein, puis on va pas se mentir, tu as bien plus de contenance sur une photo, assis bien relax en avant, que debout, les bras ballottants à côté de ton prof d'éducation physique. C'est vrai. C'est vrai, hein? C'est toujours vrai. été en avant. Et voilà! C'est vrai. Bravo aux petits. Je dédie cette chronique à ma cousine France. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Électron Libre. Bonne semaine!